Vous êtes à l'écoute de l'ORTM. Merci de nous rejoindre. Il est 7h à Sandaré, la même heure à Bambara Maoudé et partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les ministres en charge de la justice des pays de l'AES sont réunis à Bamako. La rencontre vise à créer un espace de dialogue, de concertation et de collaboration entre les responsables judiciaires des trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé hier les travaux de la 8e session ordinaire du comité de supervision de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE Mali. L'ITIE a pour but de promouvoir la transparence et la redevabilité dans le secteur des industries extractives. En sport, au basketball, si le Stade malien Dame est en pole position pour le titre de champion en menant 2-0 en play-off devant le Djoliba, le CRBT relance les débats chez les hommes en battant le Stade malien de Bamako. L'actualité du football, c'est la finale de la 64e Coupe du Mali ce samedi au stade du 26 mars avec à l'affiche Stade malien de Bamako, Djoliba Athletic Club. Dans la chronique du développement, le Mali sollicité pour satisfaire 60% de la demande sénégalaise en mouton. Avec Soumaïla Berté, nous verrons les modalités de l'opération. Voilà pour le sommaire. AES, actualité. Bamako abrite la première rencontre des ministres chargés de la justice des pays membres de la Confédération des États du Sahel, AES. La rencontre a pour but de créer un espace de dialogue, de concertation et de collaboration entre les responsables judiciaires des trois pays, Burkina Faso, Mali et Niger. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga pour le chef du gouvernement. La réponse judiciaire pénale dans un cadre harmonisé ou uniformisé doit contribuer à renforcer la visibilité des efforts déployés par les États de la Confédération. Reportage Mamari Kone et Aliou Touré. Après les ministres en charge de l'économie et des finances, ceux en charge de la justice de la Confédération des États membres de l'AES se retrouvent à Bamako. Sur la table, les conclusions des travaux des experts des trois pays autour du renforcement de la coopération judiciaire. Maître Edasso Rodrigue Bayala, ministre de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions du Burkina Faso. Pour harmoniser, il faut poser le diagnostic. Réfléchir sur les issues possibles afin de soumettre aux plus hautes autorités de la Confédération des pistes de solutions. La présente rencontre constitue donc un cadre idéal de réflexion afin que le droit soit au service de la marche radieuse du peuple de l'AES vers sa souveraineté, sa dignité et sa prospérité. Les discussions de cette première rencontre portent sur des thèmes cruciaux pour l'intégration juridique et sécuritaire au sein de la Confédération. Aliou Daouda, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux du Niger. L'expertise avérée de ceux qui sont chargés de concevoir les piliers sur lesquels l'édifice de la justice de notre espace confédéral sera bâti, ainsi que la pertinence des thématiques choisies, à savoir l'uniformisation du droit de la Confédération de l'AES, les modalités de création d'une cour commune de justice spécialisée, le renforcement de la coopération judiciaire, l'harmonisation des textes régissant les professions libérales du secteur de la justice, l'harmonisation des concepts de statistiques et d'indicateurs judiciaires et pénitentiaires. Toutes ces thématiques, dis-je, me laissent croire à juste titre que notre entreprise sera un franc succès. Membre fondateur de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, la République du Mali, dira le Premier ministre est particulièrement heureuse d'accueillir cette première rencontre. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je voudrais saluer la tenue de cette première réunion ministérielle du secteur de la justice qui vient renforcer la dynamique d'opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel à travers des mécanismes administratifs et juridiques portés par des ministères sectoriels des trois États membres. Cette dynamique d'opérationnalisation de la Confédération mérite d'être soutenue afin de contribuer à l'atteinte des objectifs assignés à l'organisation conformément
à la vision et à l'esprit portés lors de la signature du traité fondateur le 6 juillet 2024 par leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Abdourahmane Tchani du Niger et le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali. Après les domaines de la défense, de la diplomatie et du développement, il est indéniable que le secteur de la justice doit être la sève nourricière pour soutenir les mécanismes d'intervention et reconnaître les chefs du gouvernement. Notre confédération est confrontée au terrorisme, au financement du terrorisme, au blanchiment des capitaux, à la prolifération des armes et d'autres formes de criminalité transnationale organisée. Ces difficultés nous incitent à réfléchir sur la mise en commun de synergies d'action et de moyens efficaces dans tous les secteurs qui concourent à la lutte contre ces fléaux. En effet, le caractère transnational de ces fléaux, le soutien dont bénéficient les organisations terroristes et criminelles et la complexité des enquêtes ne laissent guère le choix que d'engager la réflexion autour des solutions à l'échelle de la Confédération, en mettant l'accent sur un droit harmonisé, voire unifié, avec une institution judiciaire commune bénéficiant d'une coopération et d'une entraide judiciaire efficace. Cette première rencontre s'annonce donc comme une étape déterminante dans la construction d'un espace judiciaire commun, gage de souveraineté partagée, de sécurité collective et de développement durable. Au sortir de cette rencontre initiée par le ministère malien de la Justice, seront certainement posés les jalons d'une justice transnationale intégrée, crédible et efficace, véritable levier de confiance et de stabilité au service des peuples sahéliens. Direction le Burkina Faso, le Burkina Networking, en collaboration avec le ministère des Mines et des Carrières, organise la 5e édition du Forum national du contenu local, placé sous le thème fourniture des biens et services aux mines, enjeux, défis et perspectives. Ce forum entend dégager avec tous les acteurs les meilleures stratégies pour une fourniture locale de biens et services de qualité aux sociétés minières. Cette 5e édition a réuni des centaines de participants pour donc inviter d'honneur la Guinée. Le point avec Nebilma Augustin Badou. C'est un cadre d'échange, de partage d'expériences et de mise en relation entre les différents maillons de la chaîne d'approvisionnement des mines. Le représentant du ministre en charge des mines a à l'occasion salué la résilience du secteur minier burkinabé qui, malgré le contexte sécuritaire difficile, engrange des résultats importants. Salif Boussim. Pour 2024, la production d'or est de 53,375 tonnes d'or fin, avec une contribution aux recettes de l'État d'environ 548,221 milliards de francs CFA. Cette intégration économique passe nécessairement par une meilleure insertion des entreprises nationales dans la chaîne d'approvisionnement des sociétés minières et des sous-traitants. Partageant les mêmes réalités dans le domaine minier, la chef de cabinet représentant le ministre en charge des mines de la Guinée se réjouit de la participation de son pays à cette rencontre qui renforce le secteur minier. Aminata Bangoura. Le développement du contenu local est une nécessité stratégique pour l'avenir de nos pays. Dans une vision d'industrialisation progressive, de création d'emplois et de partage équitable de la richesse minière. Cette rencontre d'échange va s'articuler autour de plusieurs thématiques, notamment secteur minier en Afrique, enjeux du contenu local, cas du Burkina Faso et de la Guinée. Bonnes pratiques et initiatives de l'industrie minière en matière d'approvisionnement local. Il est prévu également des expositions et des visites. Au Niger à présent, le ministre de la Nouvelles technologies de l'information était hier à la radio et télévision du Niger, RTN. Hadji Ali Salatou a débuté sa visite par la voie du Sahel avant de se rendre à la maison de la télévision nationale Télé Sahel. Il s'agit d'une visite de prise de contact et d'échange avec les agents afin de s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail. Le résumé avec Bouzou Ahmed Abdourahmane. La première étape de cette visite a conduit le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information dans les locaux de la radio nationale Voix du Sahel, ainsi du service du journal parlé à la salle de numérisation d'archives en passant par la phonothèque. La deuxième étape de la visite a conduit la délégation ministérielle au niveau de la maison de la télévision nationale. Le ministre de la Communication et la délégation qui l'accompagne ont visité les salles de la rédaction de la télévision nationale et TAL TV,
ainsi que les plateaux et régies de ces deux télévisions. À l'issue de ces visites, le ministre s'est entretenu avec le personnel administratif de la RTN. Le directeur général de la RTN a rappelé la vision et les orientations de la structure qu'il présentait, avant de solliciter plus de moyens afin que les médias publics mènent à bien leur mission. Abdoulaye Koulibaly. C'est véritablement la nécessité absolue de mettre à la disposition des médias publics, pas seulement de la RTN, les moyens, l'accompagnement nécessaire pour que ces médias puissent fonctionner au mieux de leurs possibilités et en dépendant de moins en moins des ressources de l'État. Pour sa part, le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information a rappelé l'importance des canevas de présentation ainsi que la création prochaine d'un comité d'élaboration d'une stratégie nationale de communication globale avant de rassurer le personnel de la RTN de son entière disponibilité. Hadji Ali Salatou. Bien évidemment, la chose la plus importante, c'est le capital humain. Renforcement de capacités, prise en charge, le programme de recrutement, nous sommes là-dessus. Pour le budget aussi, soyez rassurés qu'avec l'ensemble de l'équipe, nous avons pris acte qu'on ne va pas se lancer dans des bonnes paroles, mais soyons pragmatiques. Tout ce qu'il faut faire pour mettre les gens dans les conditions optimales de travail, Inch'Allah, on le fera. Conscient du rôle majeur que joue la radio-télévision du Niger et compte tenu du contexte actuel, le ministre a rassuré les responsables de la structure de son engagement à les accompagner dans la mission du service public dévolue à la RTN. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AES. En Côte d'Ivoire, le Mauritanien Sidi Oulta a été élu hier à Abidjan président de la Banque africaine de développement BAD. Il succède alors au Nigérien Akimouni Adesina. Le conseil des gouverneurs de la BAD, composé notamment des ministres des Finances, des gouverneurs de banque centrale, était réuni pour procéder au vote. Parmi 4 candidats en lice, l'ancien ministre de l'économie mauritanien qui dirige la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, était en tête des suffrages après le second tour du vote. Il était suivi de près par le candidat zambien Samuel Maimbo. À 60 ans, cet économiste diplômé de l'université de Nice a commencé sa carrière dans son pays en travaillant pour différentes structures publiques dont le port de Nouakchott et l'autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole basée à Khartoum. Mais c'est son passage par la Banque islamique de développement BID en Arabie Saoudite où il a occupé notamment un poste de conseiller du président qui a fait décoller sa carrière. En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila a entamé des consultations à Goma, dans l'est du pays, avec les chefs religieux présents dans cette province depuis dimanche dernier. Il a été reçu hier à Kinyogoté, dans l'une de ses résidences, par les représentants des confessions religieuses. Selon les sources locales, l'ancien président s'est montré peu bavard, fidèle à son habitude. Pendant environ 50 minutes, il a échangé avec ses invités, notamment musulmans, membres des églises, représentants de l'armée, du salut et traditionnalistes. D'autres consultations sont prévues dès ce vendredi et une feuille de route sera établie pour la suite. Et une conférence de presse a également annoncé. Accusé de soutien présumé aux rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de plusieurs villes de l'Est du pays, le Sénat a levé l'immunité de l'ancien président, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires contre lui. En Afrique du Sud, la sentence est tombée hier dans l'affaire Jocelyn Smith, une petite fille de 6 ans disparue depuis 1 an et demi. Prison à vie pour sa mère, Raquel Kelly Smith, accusée d'avoir vendu sa fille pour 20 000 rangs, soit un peu plus de 655 000 francs CFA, et d'avoir ainsi participé à un trafic d'êtres humains avec 2 co-accusés condamnés à la même peine. L'affaire a secoué le pays après plusieurs manifestations devant le tribunal de Saldanha Bay pour demander justice pour Jocelyne. La sentence a été accueillie par des acclamations du public venu assister au verdict. Retour à l'actualité au Mali. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier
les travaux de la 8e session ordinaire du comité de supervision de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE Mali. L'ITIE se présente comme un cadre mondial volontaire qui vise à promouvoir la transparence et la redevabilité dans le secteur des industries extractives. La session a passé en revue l'état de la mise en œuvre d'ITIE au Mali. Elle doit se pencher aussi sur l'état d'exécution des recommandations de la dernière session. Les documents examinés lors de cette session l'on retient qu'en 2023, le secteur minier a représenté 82% des recettes d'exportation, 21% des recettes fiscales de l'État. À la même année, le secteur a apporté environ 600 milliards de francs CFA à l'économie nationale et 10 milliards de francs CFA en termes de patentes dans les régions minières, soit 10% du PIB. Reportage Mamari Koné et Aliou Touré. Un an après la tenue de la 7e session, les membres du comité de supervision de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE Mali se retrouvent à la faveur de la 8e session. Une session dont la tenue dénote la plus grande importance que les autorités de la transition accordent à la bonne gouvernance et à la transparence du secteur minier. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Cette session du comité de supervision, instance de mise en œuvre du processus ITIE au Mali, se tient dans un contexte marqué notamment par l'adoption du plan d'action du gouvernement 2025-2026, adopté par le CNT, le Conseil national de transition, le 19 mai 2025, dans lequel l'amélioration de la gouvernance dans le secteur minier figure parmi les actions à réaliser. La volonté d'assainir le secteur minier en luttant contre la corruption à travers un cadastre minier performant et moderne. Les réformes institutionnelles en cours pour une mise en œuvre adéquate du Code minier de 2023 et de la loi relative au contenu local. La confirmation de la conformité du Mali à la norme ITIE avec un score de 67 points par le conseil d'administration de l'ITIE international à la faveur d'une évaluation ciblée de notre pays. C'est dans ce cadre, dira le Premier ministre, que le conseil d'administration de l'ITIE international a édicté des mesures correctives dont la prise en charge devrait contribuer à l'amélioration du score de notre pays. Ces mesures sont relatives, entre autres, à l'amélioration de la divulgation des licences et des contrats miniers, à la gestion du cadastre minier et à l'élaboration du plan de travail portant sur les priorités stratégiques. En réponse à ces mesures correctives, le gouvernement du Mali a entrepris de relire les textes de création des organes de mise en œuvre de l'ITIE, de mener des réformes structurelles pour une meilleure gouvernance du cadastre minier, d'engager la société civile dans la voie d'un renouvellement de son collège au sein du comité de pilotage. Ces actions sont la levée partielle de la suspension de la délivrance des titres miniers, l'élaboration et l'adoption d'un plan d'action triennal du comité de pilotage ou encore la production en cours du rapport ITIE 2024 en y intégrant les données du secteur minier artisanal. Elle témoigne de notre forte volonté d'apporter des réponses concrètes aux mesures collectives issues de la dernière validation. Selon le rapport ITIE de 2023, le secteur minier représente 82% des recettes d'exportation du Mali, 21% des recettes fiscales de l'État et 1% des emplois créés. Il a rapporté pour cette même année environ 600 milliards de francs CFA à l'économie nationale, 10 milliards de francs CFA en termes de patentes dans les régions minières et 10% au produit intérieur brut. Au sortir d'une année 2024 particulièrement animée, dira le chef du gouvernement, cette session sera l'occasion d'informer les membres sur les innovations proposées dans le cadre de la relecture des textes. Depuis son adhésion à l'ITIE en 2007, le Mali a publié 18 rapports couvrant autant d'années fiscales. Le ministre des Affaires religieuses et du culte a rencontré hier après-midi les membres de la Commission nationale d'observation de la Lune afin d'apporter certains éclaircissements suite à certaines convergences enregistrées dans l'observation du croissant lunaire. Il ressort que 6 personnes avaient observé la Lune et avaient fait la rétention d'informations. Cette rencontre visait à informer la communauté musulmane que la Lune a été aperçue dans la localité de Kourou le mardi dernier avant le crépuscule. Par conséquent, conformément à la charia islamique, le mois lunaire Zouidja ou célibat Kalo en Bamanankan a débuté au Mali le mercredi 28 mai 2025, ce qui induit des changements dans la célébration de la fête de Tabaski. À ce sujet, écoutons le ministre des Affaires religieuses et du culte, Dr Mahamadou Koné, au micro de Djamba Moussa Konate. Ce qui s'est passé est très marrant, même mal à l'aise, mais ça ne décrédibilise pas le travail de la commission. Car si la commission travaillait
pour elle-même, la commission allait refuser de faire rétropédalage par rapport à l'information donnée. La commission a travaillé avec une abnégation totale et un sacrifice énorme. 2 jours, ils ne dorment pas. Après l'investigation, on a trouvé que c'est à Koro et un certain nombre de musulmans ont dégagé l'information comme quoi ils ont bien vu le croissant lunaire, alors qu'eux-mêmes, ils avaient leurs représentants dans la commission locale à Koro. C'est qui est étonnant. En tout cas, on est là pour informer la population malienne que le vendredi sera célébré comme la fête de Tabaski au Mali. Suite au communiqué récent qui a été donné par rapport à ces croissants lunaires, j'invite les musulmans, j'invite tout un chacun à être fidèle avec soi-même, être fidèle avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît les arcanes des choses, qui connaît les choses cachées. Nous, on ne travaille pas pour nous, nous, on travaille ici pour les affaires religieuses. Allez, la page des sports football, la finale de la Coupe du Mali qui retient l'attention, la finale qui oppose 2 grands clubs du Mali, le Stade malien et le Djoliba Athletic Club, ce sera au stade du 26 mars. Les Aigles d'Âme ont été battus hier en demi-finale par la Sierra Leone 1-0 au tournoi UFOA en Mauritanie. Enfin, basketball, la phase play-off du championnat national observe une pause ce vendredi après 2 journées. Hier, les dames du stade malien ont réalisé une 2e victoire face au Djoliba, pendant que le CRBT, le Centre Basketball Club de Tombouctou, a gagné face au stade malien en hommes. Le résumé de l'actualité sportive est signé Isaac Thien. On commence par le basketball. La phase play-off du championnat national observe une pause ce vendredi après 2 journées. Chez les dames, le Salman de Bamako a réédité son exploit de la première journée en venant à bout du Djoliba battu 71-59 au compte de la 2e journée hier. C'est pourtant le Djoliba qui a reçu donc le premier acte de jeu remporté 20-18. Le Salman reprend ses esprits, gagne le 2e quart-temps 38-43 et ne se fera plus rattraper dans les 2 derniers quart-temps, remportés respectivement 46-56 et 59-71. Cette victoire est donc la 2e pour le Salman de Bamako qui n'a désormais besoin que d'une victoire pour remporter les titres de champion. Chez les hommes, le centre de référence de Tombouctou remet les pendules à l'heure en venant à bout du Salman de Bamako battu 73-68. Les cartons ont été respectivement gagnés par le CRBT 18-16, 38-34, 45-55 cette fois-ci pour le Salman de Bamako, 68-73 pour l'acte final. Au niveau des hommes, le score est désormais d'une victoire partout, comme pour dire que la compétition est relancée. En football, chez les dames, les Aigles dames ont été battues hier en demi-finale par la Sierra Leone 1-0 au tournoi UFOA en Mauritanie. Le Mali ne jouera donc pas la finale. Les Aigles dames profitent de cette compétition en réalité pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations féminines jouée au Maroc. Et reste en football féminin pour parler des moins de 20 ans, pour dire que le Mali s'apprête à disputer 2 matchs amicaux contre l'équipe nationale des moins de 20 ans du Maroc. Ces rencontres auront lieu aujourd'hui et mardi au stade Mamadou Konaté. C'est pour ce qui est du football chez les hommes, c'est bien la finale de la Coupe du Mali qui retient les attentions. Et cette finale oppose les 2 grands clubs du Mali, à savoir le Salman de Bamako et le Djoliba. Famour Diourté nous plante le décor. Le Djoliba AC affronte samedi 31 mai 2025 son grand rival, le Stade malien de Bamako, en finale de la 64e édition de la Coupe du Mali de football au stade du 26 mars. Un match qui représente non seulement une rivalité historique, mais aussi une occasion cruciale pour les Rouges de Bamako de remporter un titre majeur après une saison ratée en championnat. En ayant déjà perdu officiellement son titre de champion 2024 du Mali, les Rouges du Djoliba n'ont plus que la Coupe du Mali pour sauver leur saison. Le Djoliba AC et le Stade malien se sont déjà rencontrés plusieurs fois cette saison, dont 2 en championnat avec une victoire chacun, ce qui souligne l'équilibre des forces en présence. Cependant, la 2e partie de la saison a été difficile pour le Djoliba AC, ce qui a conduit le comité exécutif du club à prendre la décision de se séparer de l'entraîneur Demba Mamadou Traoré le 29 avril dernier. Depuis, l'intérim est confié à Dédé Tamboura, un ancien de la maison. Sur le plan des statistiques, la finale de la 64e édition de la Coupe du Mali de football sera la 14e confrontation entre le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako à ce niveau de la compétition. Les stadistes dominent ce face-à-face avec 8 victoires contre 5 pour le Djoliba AC. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions avec nos différents reporters qui sont allés voir comment les 2 clubs se sont préparés. Chronique du développement.
Le Sénégal a besoin de 250 000 moutons pour couvrir les besoins de sa population pendant la fête de Tabaski. Et le Mali est sollicité pour satisfaire plus de 60% de cette demande. Ces besoins ont été exprimés lors de la visite du ministre sénégalais en charge de l'élevage à Bamako. Quelles sont les modalités de cette opération? Éléments de réponse dans ce numéro de la chronique du développement du jour, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Comme en 2024, dans le cadre des préparatifs de la fête de Tabaski, l'État du Sénégal a sollicité le concours des autorités maliennes afin de satisfaire les besoins de sa population en moutons. Cette année, ce pays voisin a exprimé un besoin de 250 000 béliers pour lesquels le cheptel malien doit contribuer à plus de 60%. Diakalia Ouattara, le directeur national des productions et industries animales, nous précise les contours. Chaque année, la République du Sénégal, comme l'année dernière, avait un besoin estimatif de 250 000 têtes, dont le Mali devrait couvrir les 61% de ses besoins. Ça, c'est en 2024. En l'année 2025, ils ont exprimé les mêmes besoins, soit 250 000 têtes, dont le Mali doit couvrir 65% de ces besoins-là, qui équivaut à 170 500 têtes. Donc le Mali doit envoyer un besoin estimatif pour couvrir les besoins de la République du Sénégal à hauteur de 170 500 têtes de béliers. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération, les autorités sénégalaises ont pris un train de mesures afin de faciliter le transit des animaux et leur séjour une fois arrivés à destination. Donc pour cela, la République du Sénégal a pris plusieurs initiatives, facilitant le déplacement des marchands de bétail malien. Ils ont pris un arrêté fixant les différents points de vente. Donc les animaux seront bien destinés à un endroit bien déterminé. Et ils vont vendre à ces différents points-là. Il y a un arrêté qui a été pris en ce sens. Ils ont confectionné des macarons pour faciliter les transports. Parce qu'il y a d'autres marchands de bétail qui vont, mais qui ne sont pas sous le couvert de l'administration malienne. Donc tous ceux qui désirent partir vers la République du Sénégal doivent avoir un macaron gratuitement auprès des interprofessions de la filière bétail-viande du Mali. En dehors de ça, ils ont donné des contacts utiles. En cas de difficulté, ils pourront joindre facilement ces différents contacts qu'on appelle les contacts utiles. Ensuite, ils ont exonéré les droits et taxes les moutons de Tabaski. Personne ne doit payer aucune taxe pour rentrer concernant la fête de Tabaski en République du Sénégal. Ils ont aussi assoupli le contrôle des camions parce que les transporteurs, les marchands de bétail se sont plaints comme quoi il y a une multitude de contrôles sur le corridor Tamba-Dakar. Donc ils ont fait des assouplissements afin de faciliter le transport de ces marchands-là. Ensuite, ils ont subventionné des aliments bétail afin de permettre l'alimentation à bon escient des animaux qui iront vers le Sénégal. Satisfaire un besoin de plus de 170 000 moutons sans que cela ne crée une pénurie au Mali, le directeur national des productions et industries animales rassure. La demande n'est pas au-dessus du potentiel malien en ressources animales. Mieux, ajoute-t-il, le gouvernement prévoit d'organiser, comme à chaque fête de Tabaski, la vente promotionnelle de béliers afin de jouer sur les marchés ordinaires. Diakalia Ouattara. L'effectif du cheptel malien en mouton, ça à peu près les 23 millions et quelques. Donc les 23 millions et quelques, si on prend le taux d'exploitation, donc on peut suffisamment couvrir les besoins de la République du Sénégal sans nuire aux besoins de la population malienne. Si on prend les dernières estimations du RGPH, donc la population malienne est de 23 millions à peu près. Mais dans ces 23 millions, si on prend les ratios, 5 personnes par famille ou bien 10 personnes par famille, vous verrez qu'il y aura suffisamment de têtes qui vont rester non vendues. Donc ce sera un créneau porteur pour nos marchands de bétail afin de faire des bénéfices sans pourtant nuire à la consommation malienne. Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions utiles afin que les animaux soient à hauteur de souhait à la disposition des populations lambda. Pour cela, le gouvernement organise chaque année des ventes promotionnelles. Ces ventes-là auront lieu dans le district de Bamako au niveau de 5 sites, dans la région de Kaye, un site, la région de Sigasso, un site, la région de Ségou, un site, la région de San, un site, la région de Tombouctou, un site et Moti, un site. Afin de mettre à la disposition de la population lambda des animaux de très bonne qualité à un prix concurrentiel. Les moutons de qualité disponibles à des prix concurrentiels, en tout cas à quelques encablures de la fête de Tabaski, la priorité pour chaque chef de famille musulmane, c'est d'acquérir le bélier qui soit à sa convenance. C'est ce qui met fin à ce journal. Mise en onde Mamadou Bédiallo, présentation Koji Sibi, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré
qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.